tous, ravis de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Nous reviendrons sur la projection du film Before the Flood réalisé par Leonardo DiCaprio, un film engagé portant sur l'avenir de notre planète. D'une projection à une autre, Frédéric Elion vous parlera de ce documentaire The Last Man on the Moon. Nous prendrons la direction de Bakou pour la suite de notre série de reportages consacrée à la mission économique du MEB en Azerbaïdjan. La direction de la coopération internationale sensibilise plusieurs élèves de Monaco qui vont être associés au festival Le Temps Presse. Et puis vous en saurez plus sur la Great Party du groupe Arom, une manifestation organisée en partenariat avec l'AS Monaco. Et notre invitée du week-end aujourd'hui est Ariane Favolaro, présidente de l'association Children and Future. Mais avant de développer ces titres, revenons sur les cérémonies de commémoration du 11 novembre en Principauté. Une cérémonie a tout d'abord été donnée au pied du monument érigé à la mémoire du roi Albert Ier en présence de nombreuses personnalités. Plus tard dans la matinée de ce vendredi, un hommage a été rendu aux militaires et civils qui sont tombés pour la France en 14-18 au cimetière de Monaco devant le monument aux morts. L'anniversaire de la signature de l'armistice de 1918 a également été commémoré à la Maison de France, rue Grimaldi. C'est une projection événement que vient d'organiser la Fondation Prince Albert II de Monaco, un film électrochoc produit et réalisé par l'un des plus fervents défenseurs de l'environnement, Leonardo DiCaprio. Before the Flood, avant le déluge, permet de mieux comprendre les enjeux qui s'offrent à nous pour l'avenir de notre planète. Patricia Navarro, Horacio Gagino et Eric Pocoy ont assisté à cette projection. C'est un cri d'alarme, un film sous forme de grand plaidoyer en faveur de l'environnement et de sa nécessaire et vitale préservation. Pendant de longs mois, Leonardo DiCaprio a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer les grands acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique. Des témoignages forts et alarmistes, appuyés par des images de désolation et ce constat criant « La planète souffre, la planète est en danger ». Il nous paraissait tout à fait opportun de faire à Monaco cette projection qui permet, si tant est qu'il en soit encore besoin, en tout cas Monaco est une terre relativement convaincue de l'impact des activités humaines sur les changements climatiques, mais je pense qu'il n'est jamais inutile de remettre le chantier à ce sujet. Et je dirais que les derniers événements qui se sont passés il y a peu dans la première puissance économique du monde montre qu'il faudra à coup sûr continuer à persuader qu'on est face à un problème qui est sans doute le plus grand problème du siècle et qui est directement lié à l'impact des activités humaines. Dans la salle, aux côtés du prince Albert II, de nombreux lycéens avaient été invités à assister à cette projection, dont une classe du lycée technique et hôtelier qui travaille sur un projet technologique basé sur les énergies propres. Très intéressant. Franchement, ça donne à réfléchir. Il faut vraiment faire du changement dans notre vie quotidienne et faut utiliser l'électrique, quoi. Déjà, il est simple à comprendre. C'est pas comme tous les films documentaires où il nous explique avec des mots scientifiques. Et en plus, c'est une star de la télé qui nous explique. Donc ça nous touche plus que si c'était des scientifiques ou des personnes, des politiciens. Votre classe vient de voir un film qui est un message d'alerte sur les risques qu'encourt notre planète dans les mois et les années qui viennent. Et vous, justement, au quotidien avec vos élèves, vous tentez de les sensibiliser et de les ouvrir à des énergies propres. Oui, effectivement, donc on les sensibilise à travers un projet de vélo électrique. Alors en plus d'utiliser l'énergie électrique, on utilise
de l'énergie électrique renouvelable. C'est-à-dire que ce vélo sera rechargé avec une remorque sur laquelle sera fixé des panneaux solaires. Donc on sera autonome du point de vue énergétique. À titre personnel, vous avez été touché, bouleversé par ce que l'on a vu? On a été, oui, drôlement sensibilisés. Ça nous remet en question par rapport à notre consommation journalière d'énergie, d'électricité. Et je pense que les jeunes ont été encore plus sensibilisés que nous. Mais c'est vrai que ça fait un bon message d'alerte. Au lendemain de cette projection, le prince Albert II devait s'envoler pour Marrakech où il va prendre part à la COP22. Une nouvelle occasion de rappeler qu'il est urgent de se tourner vers une vraie transition énergétique permettant de conduire à une économie décarbonée. Voilà pour la projection du film réalisé par Leonardo DiCaprio, organisé par la Fondation Prince Albert II. La fondation qui s'est réunie vendredi au Yacht Club de Monaco pour sa deuxième réunion du conseil d'administration. Une trentaine de nouveaux projets entrant dans les 3 domaines d'action prioritaires de la fondation a été soumis aux membres du conseil pour approbation. Parmi eux, un projet portant sur la gestion des stocks de thon rouge en Méditerranée, un programme au Cambodge sur la lutte contre les pêches illégales ou encore un appel du réseau Medpan à destination des aires marines protégées de Méditerranée. Autre événement en principauté, la projection du film documentaire The Last Man on the Moon au Grimaldi Forum, projection à laquelle ont assisté notamment le prince Albert II et le directeur scientifique de la NASA. Regardez ce reportage de Frédéric Elion. Tout le monde connaît le nom du premier homme à avoir marché sur la Lune, Neil Armstrong, le 21 juillet 1969. Mais l'identité de celui qui a été le dernier à y poser son pied lors de la mission Apollo 17 est moins ancrée dans les mémoires. Et pour faire découvrir l'aventure extraordinaire d'Eugène Cernan, Mark Craig a réalisé un film, The Last Man on the Moon, un documentaire diffusé jeudi soir au Grimaldi Forum, en présence du prince Albert II. Une plongée dans les voyages lunaires de la NASA. J'ai trouvé l'inspiration en lisant le livre d'Eugène Cernan. J'étais un enfant dans les années 60 et je me souviens de tous ces astronautes qui allaient sur la Lune. Mais je ne connaissais que leur nom quand j'ai lu le livre d'Eugène Cernan de nombreuses années plus tard. Sans parler de cette histoire dans l'espace, il y avait un tel côté humain, une vraie personne à laquelle j'ai pu m'identifier. Un homme qui, à une époque où les moyens n'étaient pas les mêmes, a conduit un rover lunaire, une voiture sur la Lune. Avant la projection du film, le docteur Hélène Stoffan, directeur scientifique de la NASA, était en principauté pour faire une présentation aux élèves de l'école internationale sur l'exploration spatiale et les projets de la NASA concernant l'exploration de la planète Mars notamment. Parmi les autres spécialistes de l'astronautique présents, Jean-François Clairvoy, qui a participé à 3 missions d'une dizaine de jours dans l'espace. Mes 3 missions étaient en navette spatiale, mais pour des buts très différents. La première, pour étudier l'atmosphère, donc une mission pour la planète Terre, en volant sur le dos quasiment tout le temps. Donc regarder la Terre par les hublots du plafond. Deuxième mission pour les hommes, puisqu'on ravitaillait une station russe avec la navette américaine, la station Mir. Troisième mission pour la science, réparer le télescope spatial Hubble qui est conjoint entre l'Europe et les États-Unis. Ce qui est le plus marquant, c'est la vue de la Terre. Alors, dans mon cas, très proche, on est à 400 à 600 km. Elle tourne très vite puisqu'on fait 16 tours du monde par jour. Mais ceux qui sont allés sur la Lune, ils l'ont vue comme une petite balle de golf tenue à bout de bras et ils ne la voyaient pas tourner parce qu'ils partaient au loin. Mais nous, on tourne très vite autour, à 28 000 km/h. Les élèves ont participé à une série de questions-réponses avec les différents spécialistes, des jeunes qui seront peut-être les astronautes de demain. L'exploration spatiale est aussi une réponse à certains problèmes que nous avons ici sur Terre. Ça nous permet aussi d'élargir nos connaissances et puis de créer de nouvelles technologies avec des applications tangibles que nous pourrons utiliser sur Terre. Et puis aussi, je voulais que les jeunes de Monaco puissent être inspirés et motivés par l'exploration spatiale, par la science, parce que c'est vraiment le futur de notre planète et le futur de la continuation de l'homme. Parmi les grands projets à venir de la NASA, la conquête de la planète Mars, avec l'objectif d'envoyer un humain sur la planète rouge en 2033.
Suite de notre série de reportages consacrés à la mission du Monaco Economic Board en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le Baku White City, un projet immobilier aux grandes ambitions pour le pays. Le récit de Vanessa Dessy sur des images de Serge Prémont. Réaménager le front de mer d'une superficie égale à celle de la Principauté, un challenge hors norme qui est en train de relever la capitale de l'Azerbaïdjan. La ville noire, comme on la surnomme à la fin du 19e siècle, a joué un rôle majeur dans l'industrie pétrolière depuis plus de 100 ans, en réalisant des activités de raffinage, de stockage et de transport de l'or noir. Aujourd'hui, c'est une occasion unique de réhabiliter cette zone industrielle de la ville. Baku White City est réservée aux investisseurs locaux et étrangers, offrant une large gamme de bâtiments résidentiels et commerciaux. Cette parcelle est située sur le front de mer de Bakou. D'antan, cette partie de la ville servait au raffinage du pétrole. Aujourd'hui, tout a été désaffecté. La totalité se transforme donc en un grand projet de 2 km² environ, afin d'accueillir 50 000 habitations et 40 000 travailleurs. La Principauté s'apprête, elle aussi, à vivre le début d'une grande aventure avec son extension en mer et la restructuration complète de certains quartiers. Les entrepreneurs monégasques, notamment dans le domaine de l'immobilier, suivent de près l'évolution de ces futurs projets. Alors est-il possible de comparer les ambitions respectives des deux pays ? Je pense que c'est vraiment très différent. C'est vraiment très différent. À quel niveau ? Disons que d'abord, la clientèle de Monaco est une clientèle différente. Ce n'est pas du tout la même clientèle. C'est vraiment deux modes de vie différents. Peut-être que finalement, ce n'est pas complètement insensé. Bien évidemment, ça c'est un projet qui est né il y a quelques années, dans une période où il y avait un boom économique dû au pétrole. Et c'est une période pendant laquelle tout le monde a été très optimiste et a vu très grand. Donc d'ailleurs, ils ont construit beaucoup à Bakou, surtout ces 5 dernières années. Baku White City est basé sur 3 principes fondamentaux, tels que le développement social, économique, mais surtout environnemental. Vous venez de le voir avec ce vaste projet immobilier. Bakou est une ville en plein essor économique. Eh bien, sachez que le pays a décidé d'attirer toujours plus d'investisseurs et de touristes, avec notamment l'organisation du Grand Prix de Formule 1, appelé Grand Prix d'Europe. À l'image de la Principauté, cette course se déroule en pleine ville. Je vous propose d'écouter le directeur de course. Il est au micro de Vanessa Dessy. C'est très important pour le pays et pour le tourisme. Nous souhaitons attirer toujours plus de monde. En 20 ans, le tourisme a considérablement augmenté. Nous pensons que nous pouvons obtenir un franc succès avec la Formule 1, car nous exposons la ville et le pays à l'international. De nombreuses télés sont présentes pour retransmettre la course. Nous pouvons attirer de nombreuses personnalités à l'occasion de cet important événement. C'est une belle opportunité qui s'offre à nous. J'imagine que la délégation de Monaco est très honorée d'être ici, car la Formule 1 est l'un des événements sportifs incontournables en Principauté, notamment avec son automobile club. C'est un réel exemple pour nous, car Monaco a une grande expérience avec son circuit de F1 très ancien. C'est donc important aujourd'hui d'associer les deux pays, Monaco et l'Azerbaïdjan. Retour en Principauté, chaque année nous suivons pour vous le festival Le Temps Presse. Les prochains lauréats seront connus au mois de janvier. En attendant, la direction de la coopération internationale sensibilise plusieurs élèves qui vont être associés à cet événement. Voyez le reportage de Sandrine Nègre, d'Orazio Gagino et d'Éric Pocoy. Nous sommes au cœur d'une classe de 5e au collège Charles III. Cet après-midi-là, les actions de coopération et de solidarité menées par la DCI de Monaco sont présentées. Objectifs du millénaire, objectifs du développement durable sont ainsi à l'ordre du jour.
Autre point important, le festival Le Temps Presse, soutenu par la Principauté. Ce festival s'inscrit depuis plus de 5 ans dans une démarche engagée pour un cinéma citoyen. Que ce soit dans cette classe de 5e, mais aussi des CM1, CM2 qu'on a pu rencontrer, même des classes d'AIS. Tous les enfants se sentent très concernés par rapport aux problèmes de pauvreté qui existent dans d'autres pays, notamment quand ça touche des enfants, mais également des adultes ou des personnes en situation de handicap. Ils sont très réceptifs et j'ai l'impression qu'ils ont envie de faire quelque chose, en tout cas à leur niveau, et ça c'est vraiment très positif pour nous. Tous ces jeunes de Monaco, donc il y a quand même 10 classes qui représentent environ 250 élèves, vont être associés à des élèves des écoles qu'on soutient, enfin des pays dans lesquels nous intervenons. Madagascar, le Liban, le Maroc, la Tunisie. Donc il va y avoir peut-être 1000, 2000 élèves, on n'a pas encore les chiffres exacts, qui vont être membres du même jury et qui vont devoir voir 5 films, 5 courts-métrages en compétition. Et ils vont devoir choisir, élire un grand gagnant. Et ce grand gagnant va vraiment recevoir un prix prestigieux, parce que le festival Le Temps Presse est managé, produit par des gens du cinéma, reconnus de la profession. Et donc ce prix a vraiment une importance, au-delà du fait que ce sera un court-métrage engagé qui va traiter de questions qui va toucher les enfants. Il faut aussi qu'ils se rendent compte que leur choix est déterminant pour la personne qui va remporter le prix. Des élèves qui ont donc participé activement au cours de cet échange et qui s'apprêtent à découvrir ces courts-métrages autour de thèmes variés. Pauvreté, égalité homme-femme, éducation, santé, climat, environnement. Un joli lien est désormais tissé entre les équipes de la direction de la coopération internationale et cette classe. J'avais vu ce projet qui était proposé par la DENJS. J'ai pensé que c'était intéressant qu'ils puissent s'y associer parce que c'est en lien direct avec ce qui est évoqué dans le programme de géographie de 5e. C'est tout ce qui est la pauvreté ou l'égalité homme-femme. Et ce qui est bien dans ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est que finalement ce projet il s'inscrit dans une perspective plus large, qui est celle des objectifs des Nations Unies. Ça les sensibilise d'ores et déjà aux situations des enfants ou des adultes qui n'ont pas leur chance, et en plus ça les met dans une situation qui est particulière et qui est valorisante. Je retiens que Monaco essaie de faire son maximum au niveau des pays surtout étrangers et défavorisés. Il essaie surtout d'aider les enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui n'ont pas de maison ou qui n'ont plus de famille. Et franchement, ça m'a vraiment touché. J'aimerais que plus de gens retiennent ceci. Cette heure n'a pas été une heure où on a parlé pour ne rien dire, si je peux dire ça comme ça. Mais on a surtout appris la solidarité, que c'était pas juste un mot dans le dictionnaire, c'était une action, un mot qu'on devrait surligner à chaque fois qu'on le voit. C'est quelque chose de très important dans le monde et pas que dans un dictionnaire. Est-ce que toi aussi, tout comme Nicolas, tu as senti que tu allais avoir une responsabilité par rapport au festival Le Temps Presse, au court-métrage ? Bah oui, je me suis dit déjà que c'était une chance qu'on puisse avoir ce cours et assister à ce court-métrage. Et je me suis dit aussi que représenter beaucoup d'élèves, c'était quelque chose d'important et c'est une sorte de responsabilité que pas tout le monde a la chance de l'avoir. Et les résultats seront à suivre le 9 janvier prochain. Le festival lèvera alors le voile sur les lauréats au cœur de la mairie de Paris. Le groupe Arom organisait mercredi au centre d'entraînement de la Turbie sa Great Party, une journée festive pour les enfants avec de nombreuses activités et en présence de plusieurs joueurs de l'AS Monaco. Frédéric Elion vous en dit plus. La vie doit rester une fête pour tous, et la fête n'est belle que quand elle est partagée. Une maxime qui illustre parfaitement l'esprit de la Great Party organisée mercredi au centre d'entraînement de l'AS Monaco par le groupe Arom et notamment la fondation François-Xavier Morat, investie dans la lutte contre le cancer. Une journée festive avec des enfants de la région sélectionnés via un jeu sur les réseaux sociaux dont le but était de dessiner la mascotte de l'AS Monaco, Booba, ainsi qu'une bouteille d'Orezza. Avec les enfants, des joueurs de l'AS Monaco et des sportifs de la Fondation Morat, comme le nageur Fabien Gillot. Un moment festif où l'on se défie et s'affronte dans la bonne humeur. La thématique de l'année du groupe, d'Arom Group, c'est Great Gatsby. Donc on a pris en fait le pendant inverse de ce qu'est la maladie du cancer, c'est-à-dire une thématique très joyeuse, très épicurienne, exprès, je veux dire, pour controverser et abattre certains préjugés et certains doutes qu'on peut avoir par rapport à la maladie. Voilà, parce qu'Arom Group aujourd'hui, c'est donc la fondation François-Xavier Morat, pour laquelle vous aviez déjà la gentillesse de nous suivre, qui aujourd'hui donc travaille à l'international. L'AS Monaco, c'est un partenaire historique
d'Orezza essentiellement. Mais par rapport à ça, c'est surtout un engagement, une histoire de famille. On a une relation particulière, je pense aussi, avec le club et j'en suis très fière et très honorée parce qu'ils sont très attachés à des causes humaines et aussi au fait qu'au-delà de développer des footballeurs, ils développent des hommes avant tout. De nombreuses activités étaient au programme toute la journée, tennis-ballon, atelier foot, bubble foot ou encore pétanque, avec notamment un duel acharné, mais avec le sourire, entre Ludovic Giuli et Nabil Dirar. Je crois qu'il peut, après sa carrière, faire une grande carrière au niveau de la pétanque. Il pointe très bien et il commence à apprendre à tirer là, depuis tout à l'heure. On fait un petit concours et beaucoup de qualité, comme au foot. Hein. Arrête! Je me suis vengé cet après-midi parce que je sais qu'il était, il était assez fort quand même. Au tennis-ballon, sur le terrain. Mais voilà, aujourd'hui c'est ma journée. À la pétanque, je lui mets la totale et voilà, on voit qu'il n'est pas bien, il est un peu... Ouais, je suis un peu déçu. Mais c'est la vie, il n'est pas habitué de perdre, mais maintenant c'est autre chose. Hein. Il commence comme ça déjà à gagner la pétanque et après ça va donner envie de gagner le championnat avec l'équipe nationale. Voilà. Il faut préparer la retraite. Hein. T'as raison. C'est bien déjà de se retrouver les anciens et les joueurs. Après, avec les jeunes, c'est toujours intéressant pour nous de pouvoir partager. Ils sont toujours à l'écoute, ils sont adorables. La fondation, c'est quelque chose d'important pour le club, pour moi aussi. Donc voilà, on est présent. Monaco, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on ne le sait pas trop. Donc voilà, dès qu'on peut aider, on est là et on partage un bon moment, une bonne après-midi. Au coup de sifflet final de cette Great Party, les enfants ont retrouvé les joueurs de l'AS Monaco pour un goûter festif et ont pu échanger avec leurs idoles. Avant d'aller à la rencontre de notre invité du week-end, un mot sur la braderie de Noël de Mission Enfance, avenue des Papalins, ce samedi de 10h à 18h. L'association propose des tenues de ski, des jeux et jouets pour les fêtes de fin d'année, ainsi que des livres pour adultes et pour enfants. Tous les fonds récoltés seront affectés au conteneur d'aide humanitaire en faveur des enfants et familles nécessiteuses du Burkina Faso. Et nous avons rejoint notre invité du week-end, notre invité qui est une invitée cette semaine, Ariane Favolaro, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Children and Future et on va parler de vous durant toute la semaine puisque c'est le coup d'envoi de la No Finish Line ce samedi à partir de 14h ici même du côté de Fontvieille. Oui, tout à fait. Départ demain, samedi 12 novembre à 14h, jusqu'à dimanche 20 novembre, 14h. C'est un événement qui a pris de l'ampleur au fil des années, 17 ans qu'il existe déjà. Qu'est-ce qui fait que ce rendez-vous est si populaire ? Je pense que le rendez-vous est populaire d'une part parce que les gens ont la possibilité de voir des projets concrets, notamment avec l'opération d'enfants au centre cardio-thoracique qui était au départ notre principal projet. Je pense que nous sommes une association déjà avec des bénévoles et c'est vrai que c'est très convivial. On passe une semaine avec des coureurs, des entrepreneurs, différents types de personnes de la société de tous les jours et c'est vrai que cet engouement et cette joie de vivre se retrouvent pendant une semaine en fait. Alors pour cette 17e édition, il y a un objectif, l'objectif Lune. Racontez-nous un petit peu votre objectif de cette année. Alors l'objectif de la Terre à la Lune, donc c'est 384 400 km que nous souhaiterions pouvoir atteindre avec tout le nombre de participants. Et nous espérons avoir à peu près 14 000 participants pour pouvoir réussir à relever ce défi. C'est une forte mobilisation, on l'a dit, des entreprises, des particuliers, des enfants, même les animaux sont les bienvenus. Tout à fait. Il y a les animaux, il y a les poussettes, il y a les entrepreneurs, les jeunes, les écoles. C'est vraiment un panel de tous les représentants de la société actuelle et c'est super parce que tous ces gens se retrouvent et partagent des choses ensemble pendant une semaine. On l'a bien compris, un événement à la fois sportif et caritatif. Oui. On va revenir sur ce côté caritatif à présent. Tout cet argent récolté, à quoi il a servi depuis ces 17 années Alors cet argent, il a servi pour faire opérer des enfants au centre cardio-thoracique avec différentes pathologies cardiaques, des enfants défavorisés. Après, nous avons construit une école au Mali, nous sommes en train d'en faire construire une
au Cameroun. Nous avons travaillé beaucoup avec la direction de la coopération internationale, notamment en Mauritanie et là au Mali pour faire construire un centre de cathétérisme. Après, nous avons aidé aussi la direction de l'éducation nationale avec des projets pour les enfants en difficulté scolaire. Là, nous venons de faire construire un terrain de sport à la Trinité pour un foyer de l'enfance. Donc on l'a inauguré au mois d'octobre. Donc c'est vrai que c'était super de voir tous ces enfants en fait, qui vivaient dans ce foyer, qui n'avaient pas d'endroit pour jouer. Donc ils étaient super contents. Donc on travaille aussi avec l'Académie de danse de Monaco pour permettre à des jeunes d'avoir des bourses. Enfin, c'est un panel aussi là divers et varié. Exactement, la maison de vie également. La maison de vie, donc on participe aussi au financement de la maison de vie. On avait financé des séances d'art-thérapie à l'hôpital, au centre Princesse Grace pour les ados qui souffraient de troubles alimentaires. Donc c'est vrai que c'est divers et varié et c'est surtout lié aux enfants en difficulté, aux malades. On va revenir sur les nouveautés de cette année. Chaque année a son lot de nouveautés. Plusieurs temps forts, plusieurs concerts aussi pour animer un petit peu cette course 24 heures sur 24, on le rappelle. Alors oui, un programme d'animation très riche cette année avec 12 groupes sur les 2 week-ends. Des cours de Zumba, des cours de stretching, des associations qui vont venir chanter. Ça va être aussi divers et varié. Et donc je pense qu'il va y en avoir pour tous les groupes pendant 8 jours là aussi. Et une sécurité renforcée due au contexte actuel. Tout à fait, une sécurité renforcée, un circuit qui a un peu changé aussi, puisque les personnes doivent aller courir sur la digue aussi maintenant pour des raisons de sécurité. Donc il va y avoir une sécurité renforcée donc, aux 3 accès principaux. Donc il y aura des contrôles à tous les accès. Donc surtout, si les personnes peuvent venir avec le moins d'affaires possible pour éviter qu'elles perdent du temps aussi. Mais bon, il faut savoir que ça sera renforcé, il y aura des contrôles, il y aura de la sécurité un peu partout. Donc on espère que tout se passera bien, mais il n'y a pas de raison. Donc tout est mis en œuvre, en tout cas pour que ça se passe bien. On espère aussi du beau temps. Est-ce que vous avez regardé un petit peu la météo qui vous attendait jusque la semaine prochaine? Ça devrait être pas trop mal, mis à part peut-être dimanche et lundi, mais bon, ça devrait bien fonctionner. On va vérifier cela avec les prévisions météo pour les prochains jours. Merci beaucoup Ariane. Merci. Le temps sera ensoleillé samedi avec le maintien d'un temps sec. Les températures seront fraîches au lever du jour. Elles seront comprises entre 12 et 18 degrés. Des nuages viendront perturber cette période de beau temps dimanche avec quelques gouttes de pluie par moment. Le soleil sera de retour progressivement en début de semaine avec un ciel variable lundi et un mercure en baisse. De belles éclaircies sont attendues pour les jours suivants. Le thermomètre sera en hausse. Il fera par exemple 18 degrés au meilleur moment de la journée de jeudi. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas notre site internet pour voir ou revoir tous nos reportages, le www.monacochannel.mc. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.